Il faut savoir que tout pays a une histoire et plus précisément des moments clés qui sont gravés. Et pour faire référence à l'histoire, on y associe une date. Aujourd'hui, nous allons découvrir les dates clés de l'histoire du Togo. Salut à tous, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Je traite principalement des sujets d'histoire, d'actualité et de géopolitique. Si ces sujets vous parlent, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos mises en ligne sur ma chaîne. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la région côtière située entre le royaume Ashanti dans l'actuel Ghana et celui du Dahomey dans l'actuel Bénin constituait un espace ouvert déjà fréquenté par les Portugais, les Danois et les Hollandais qui y avaient établi des relations commerciales. Plus tard, en 1884, Gustave Nachtigal, un explorateur allemand, conclut un accord de protectorat avec le roi Mlapla III, un chef local qui contrôlait un territoire autour du lac Togo. Ce protectorat permit à l'Allemagne d'exercer son autorité sur l'intérieur du pays et dénommant cette zone de plus de 90 000 km comme le Togoland. L'Allemagne cherchait à s'implanter sur une côte déjà occupée par les Français et les Anglais. Les Anglais, après avoir conquis le vaste royaume Ashanti, tentaient d'étendre leur influence sur cette bande de terre en collaboration avec leurs alliés de la famille Lawson, en opposition aux maisons de commerce telles que la compagnie française Fabre, qui cherchait la protection de la France. Alors, en établissant son propre protectorat, l'Allemagne réduisit l'influence des autres acteurs en installant ses propres commerçants. Lors de la conférence de Berlin de 1885, qui officialisa le partage de l'Afrique entre les nations européennes, l'autorité de l'Allemagne sur ce territoire fut reconnue. Les conflits entre les Européens ont été transférés sur la côte ouest africaine où des batailles ont été menées entre la France et l'Allemagne ainsi qu'au Togo. Bien que l'armistice du 11 novembre 1918 ait officialisé la capitulation de l'Allemagne en Europe, cette dernière avait déjà abandonné le combat le 25 août 1914 en Afrique, précisément au Togo, où les Allemands ont été vaincus par les Français et les Anglais. Le Togo, anciennement sous autorité allemande, fut partagé entre la France qui s'est octroyé les 2 tiers du territoire et le Royaume-Uni qui en garde le 1 tiers. Le Togo est donc sous mandat de la Société des Nations avec 2 tutelles, l'une Togo française et une autre à l'ouest, British Togo. Le 22 juin 1940 est conclu l'armistice entre le Troisième Reich allemand et les représentants du gouvernement français de Philippe Pétain. Vous posez sans doute la question de savoir en quoi est-ce que ça concerne le Togo. Cet acte a engendré une conséquence directe pour le Togo et celle-ci est la fermeture de la frontière entre les 2 zones d'influence française et britannique. Cette évolution de la guerre en Europe en faveur des Alliés va détendre la situation au Togo. Les Nations Unies reprennent le contrôle et le Togo devient à nouveau sous tutelle. Les présences françaises et britanniques sur le territoire sont confirmées en 1946. Pour les Britanniques, il semble évident de fusionner la bande de terre dont ils ont hérité depuis l'Inde de la Première Guerre mondiale à la Gold Coast pour former un même pays, l'actuel Ghana. Un référendum est organisé en 1956 côté français pour valider le choix de rester rattaché à la France. Un nouveau référendum en 1958 confirme une évolution séparée du Togo francophone aux côtés du Dahomey. Après la Seconde Guerre mondiale, la structuration de cette partie de l'espace colonial français s'établit et le Togo intègre l'Afrique occidentale française, AOF, et forme une seule circonscription avec le Dahomey représenté par un député unique sans toutefois évoluer vers une unification. C'est également pendant cette période d'après-guerre que la vie politique organisée par les autochtones se développe. Sylvanus Olympio, partisan d'un État réunifié, crée le Comité de l'unité togolaise. Par ailleurs, avec Nicolas Grunitzky, le Parti togolais du progrès, rebaptisé Mouvement populaire togolais, milite pour une collaboration et une association plus étroite avec la France. Le référendum est gagné par le culte de Sylvanus Olympio et Sylvanus Olympio devient Premier ministre.
Il envisage de former un État réunifié en récupérant la partie rattachée de la Gold Coast plutôt que d'accepter la proposition du président Kwame Nkrumah du Ghana d'unir les deux pays. Le 9 avril 1961, Sylvanus Olympio est élu président de la République en battant son adversaire de toujours, soutenu par la France, Nicolas Grunitzky. Le tout nouveau président élu par une constitution de régime présidentiel est qualifié de très autoritaire. De nombreux mécontentements, voire des déceptions apparaissent dans les différents rouages du nouvel État. Puis un refus catégorique de Sylvanus Olympio d'intégrer dans l'armée ou dans les forces de sécurité d'anciens soldats togolais ayant servi l'armée française en Algérie ou en Indochine. Cette décision est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, ces anciens de l'armée française, majoritairement originaires du Togo, du nord du Togo, décident de destituer le président. Le 13 janvier 1960, juste 3 ans après son indépendance, le Togo connaîtra son premier coup d'État militaire. Mais pas que le Togo, ce fut le premier coup d'État militaire post-indépendance de l'Afrique. Le président Sylvanus Olympio est assassiné. Parmi les insurgés, un certain sergent Étienne Eyadema. Le comité insurrectionnel des militaires fait appel à Nicolas Grunitzky qui préside aux destinées du pays de 1963 à 1967. 4 ans jour pour jour après le coup d'État de 1960, les militaires reprennent le pouvoir. Vous aurez compris tout simplement que Nicolas Grunitzky fut à son tour victime de ce coup d'État. Les institutions de la République sont suspendues et le 15 avril 1967, le lieutenant-colonel Étienne Eyadema devient officiellement le président de la République, chef de gouvernement et ministre de la Défense. C'est le début de l'ère Eyadema. Un accident d'avion dans lequel était le président dans le nord du Togo. Le président survit à l'attaque avec quelques blessures légères, devenant ainsi un motif supplémentaire de mobilisation nationale autour de sa personne. Eyadema restera-t-il au pouvoir? Aujourd'hui plus que jamais, Eyadema restera au pouvoir. Mon général, le général Eyadema est désigné comme le guide national. L'impérialisme international est accusé d'avoir tenté de prendre la vie du président qui avait initié une politique de nationalisation des industries, notamment la compagnie togolaise des mines du Bénin, devenue officiellement l'Office togolais des phosphates le 6 février 1986. Cette période est également marquée par la politique d'authenticité, inspirée du modèle Mobutu. Tous les prénoms catholiques et aux sonorités étrangères sont abandonnés au profit des prénoms nationaux. Eyadema, par exemple, devient Gnassingbé Eyadema, suivant ainsi le modèle bantou où le prénom est le patronyme des enfants. Le président Eyadema est contraint d'accepter le multipartisme, l'une des revendications qui ont contribué à changer le climat social. Des grèves massives ont secoué le pays et les répressions politiques ont entraîné plusieurs centaines de décès selon les organisations des droits de l'homme. La conférence nationale se déroule à Lomé suivant le modèle de ce qui se passe ailleurs en Afrique. Les participants échangent ouvertement dans l'espoir d'enterrer l'ancien régime. Le système devient semi-présidentiel avec la nomination d'un premier ministre et un haut conseil de la République est établi. Cependant, dès le mois de décembre 1991, le général Eyadema récupère toutes ses prérogatives avec le soutien de l'armée. Les événements se précipitent et en septembre 1992, il fait adopter une nouvelle constitution. De nouvelles grèves éclatent. Les Togolais font face à la répression et aux assassinats politiques. La répression policière lors de nouvelles manifestations au Togo entraînant de nombreuses pertes humaines suscite des critiques généralisées en raison du comportement du régime. L'Union européenne décide de suspendre sa coopération avec le Togo. Malgré ces événements, le régime maintient sa position inébranlable. Lors des élections législatives, le président et son parti, le Rassemblement du peuple togolais, remportent toutes les victoires. Cependant, les accords avec l'opposition volent en éclats. Avant l'amendement constitutionnel en décembre 2000, le code électoral est modifié, éliminant
la limitation à 2 mandats présidentiels. Gnassingbé Eyadema est réélu en 2003 et reste en fonction. Le président Gnassingbé Eyadema, gravement malade, est transporté par avion pour des soins à l'étranger, mais il décède à bord suite à une crise cardiaque. Pour autant, le pouvoir n'est pas perdu. Par un tour de passe-passe, le fils du président Faure Gnassingbé est porté à la magistrature suprême. L'élection présidentielle fut organisée après la disparition du président et cette dernière confirme Faure Gnassingbé comme nouveau président du Togo, alors que l'opposition, conduite par Emmanuel Bob Akitani, déclare avoir remporté le scrutin avec 70% des suffrages. 5 ans plus tard, Faure Gnassingbé se représente à la présidentielle et l'emporte à nouveau après validation des résultats le 18 mars 2010 par la Cour constitutionnelle. Il a été accrédité de 60,8% des voix alors que le candidat de l'Union des forces de changement, Jean-Pierre Fabre, aurait recueilli 33,9% des suffrages. Le 4, le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, remporte l'élection présidentielle avec 60,9% des suffrages devant le candidat de l'Union des forces de changement, Jean-Pierre Fabre, qui recueille 33,9% des voix. Tandis que ce dernier dénonce des fraudes, les observateurs de l'Union européenne relèvent des mesures insuffisantes de transparence et diverses irrégularités. Le président sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, est réélu avec 58,8% des suffrages. Le candidat de la coalition de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui obtient 35,2% des voix, conteste les résultats. Les observateurs internationaux jugent le scrutin libre et transparent. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis mai 2005, est réélu dès le premier tour avec 72,4% des suffrages contre 18,4% des voix pour son principal adversaire, Agboyome Kodjo, candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. L'opposant historique Jean-Pierre Fabre, chef de l'Alliance nationale pour le changement, n'obtient que 4,7% des suffrages. Le 6 mai 2024, le président togolais Faure Gnassingbé a promulgué une nouvelle constitution approuvée à l'unanimité par les 87 députés présents le 19 avril 2024. Cette révision, bien que contestée par l'opposition et la société civile qui la qualifie de coup d'État constitutionnel, marque un changement majeur dans le régime de gouvernance au Togo, passant du semi-présidentiel au parlementaire. Désormais, le président togolais ne sera pas élu au suffrage universel, mais par les députés et sénateurs et exercera un rôle honorifique. Le véritable pouvoir exécutif revient au président du Conseil des ministres, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale sans limitation de mandat, avec 108 des 113 sièges remportés par le parti UNIR. Faure Gnassingbé devrait logiquement occuper ce poste. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo que j'ai eu plaisir à produire. Je vous prie de partager autour de vous et à la prochaine.